Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, ça ressemble à du crypto hebdo et c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une analyse du marché, mais vous avez dû remarquer que la chaîne continue de se développer et avec François, on a eu l'idée finalement un peu de reprendre ce programme qu'on avait et de l'amener un peu plus loin en faisant une double analyse finalement, donc toujours du marché crypto, surtout pendant tout le temps où on va être en bull run, donc on peut s'attendre encore facilement, on va dire, à les 6 à 12 mois supplémentaires où on va pouvoir analyser la crypto et suivre ça de proche. Mais bien évidemment, une analyse du marché traditionnel également, parce qu'on sait que les deux sont corrélés l'un à l'autre. Et puis de toute façon, Trilem, c'est pas seulement de la crypto, c'est aussi des investissements en général. Et donc avoir une bonne vision de ce qui se passe sur les marchés classiques, définitivement, c'est quelque chose qu'il faut ajouter à votre arsenal. Et donc, si on peut vous aider modestement en faisant cette analyse de façon régulière, on va essayer de le faire au moins une fois par semaine. C'est tout l'objectif de ça. Comment ça va, François ? Super bien, et toi ? Super. Alors, il faudra retrouver un nom. Ça pourra plus s'appeler seulement Crypto Hebdo parce que, comme j'expliquais, ça sera pas que la crypto. On avait pensé peut-être à Market POV. L'idée, en fait, c'est que c'est très difficile d'analyser le marché pour ce qu'il est. On a tendance toujours à l'analyser au travers de nos biais. C'est aussi pour ça qu'on voulait présenter ça à deux, parce qu'on se disait que, vu qu'on a des stratégies différentes, on a généralement des visions un peu différentes aussi sur le marché. Et l'idée, c'est d'être le plus neutre possible dans notre analyse et de vous présenter vraiment les faits tels qu'ils sont, le marché, essayer de détecter ce que lui essaie de nous dire. Donc, pour l'instant, on reste sur Market POV, mais si vous avez des idées, vous pouvez nous le laisser savoir en commentaire. On va regarder tous les messages que vous nous laissez. Et puis, merci encore d'être là, franchement, de nous suivre. On a eu des beaux commentaires dernièrement, je trouve, sur les vidéos. Donc, ça fait plaisir, ça donne la force d'avancer et de vous proposer plein de beaux contenus comme celui-là. Yes, François, je suis bien d'accord. Je pense que la table est posée. On y va, on se lance pour la première analyse. Ouais. Comment tu veux faire ? On déroule le truc tranquillement ? Ouais, on va dérouler tranquillement. Par la crypto ou tu veux commencer par On va commencer par le marché, je pense, général, et puis on pourra aller vers la crypto. Donc, on est complètement en freestyle. Attendez-vous peut-être à quelques couacs. On va partager l'écran directement sur Riverside. Je pense que ça va bien fonctionner. On a ouvert quelques onglets avant de lancer l'enregistrement. Et puis voilà, on va dérouler tranquillement. Sortez votre café, mettez-vous à l'aise et puis on check tout ça ensemble. Donc, fenêtre, bam, et on va commencer avec le SP500. Je te propose même de commencer avec peut-être l'onglet sentiment du SP500. Sentiment de marché, ok, parfait. Sentiment de marché pour voir un petit peu où on en est. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais partager. T'es donné juste un petit pouls déjà du marché. C'est quasiment mieux de mettre tout l'écran, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Comme ça, tu pourras passer de fenêtre en fenêtre, à mon avis. Ça va être plus facile. On va faire ça comme ça. Alors, tu veux commencer avec ça ? Ouais, pas celui de la crypto, celui du marché américain, donc celui-ci. Ouais, trop bien. Donc là, comme on peut voir, on est passé, ça y est, dans le FIR cette semaine. La semaine dernière, on était plutôt neutral, voire grid. Je crois qu'on était à 60. Donc c'est vrai qu'on avait une belle rehausse du marché américain depuis que ça s'était crashé début août, depuis le 5 août. Et donc là, vu qu'on va rechercher les points hauts, on pouvait s'y attendre. Il y a quand même des petites barrières là, psychologiques. Et je pense que le marché attend, et c'est mon point, le 18 septembre pour voir si la Fed va bien réagir face à ce qui s'est passé début août, si elle va baisser ses taux ou pas. Et du coup, ça peut montrer. Tu peux montrer le dernier onglet que je t'ai envoyé. Je pense sur les CME, voilà, celui-ci. Alors, si tu vas sur à gauche, tu as un onglet et tu vas sur Aggregated. Je sais pas si tu vois. Après Probabilities, c'est exactement. Tu cliques sur Aggregated. C'est fait. Tu l'avais. Ouais. Alors, c'est pas le bon truc que je veux. Attends. Normalement, ça devrait afficher. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça que je voulais. Exact. Et donc, du coup, là, ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est que ça nous montre sur les prochains rendez-vous de la Fed le pourcentage des acteurs où c'est qui se positionnent, en fait. T'as des sondages qui sont faits et ça te permet de voir à peu près est-ce qu'on va rester sur les taux actuels ou est-ce qu'on va baisser. Donc, actuellement, on est sur un taux entre une fourchette de 5,25, 5,50.
D'accord. Et là, potentiellement, le 18 septembre, il y a quand même 60, je vois pas exactement le chiffre, là, 73%. 73% qui imaginent donc une petite baisse de taux de 0,25, ce qui serait déjà pas mal et ce qui donnerait un bon signe au marché. Par contre, le marché attend beaucoup. On peut voir que le rendez-vous d'après, qui est en novembre, là, ils attendent quand même presque. Alors, je saurais plus dire, mais là, je vois pas, c'est un peu petit pour moi. Mais je crois bien. Afficher. C'est. Zoom avant, ok. C'est commande plus. En plus, j'ai pas mis mes lunettes. Ça aide pas. Ah oui, là, ça aide. Ça. Donc là, on est à 4,50, 4,75. Ok. 4,50, 4,75. Donc ça voudrait dire qu'on descendrait quasiment de 0,5 points par rapport à si on descend déjà de 0,25 avant. Donc c'est déjà une belle descente, je trouve, sur 3 mois. Mais ça serait quand même plutôt positif. Donc ça, je pense que c'est ça que le marché attend et c'est pour ça qu'on est dans un milieu assez incertain en termes de positionnement de marché. Ouais. On voit que la volatilité a beaucoup baissé, qu'elle se positionne plutôt sur... Tu veux qu'on aille voir le graphique du SP500 ? Ouais, on peut. Tu peux même... je t'ai peut-être pas mis le VIX. Tu l'as peut-être ? Je peux l'ajouter. C'est que j'ai pas pensé. Je regarde toujours le VIX un petit peu. Le VIX. Pour voir où on en est. Pour moi, ça, c'est vraiment les trucs de base que je fais chaque semaine. Ouais, tu peux le mettre en weekly, c'est très bien. Le VIX, en fait, l'idée, c'est de l'observer par rapport à lui-même. Donc, on peut pas forcément ressortir vraiment une information, de prix de ce qui va se passer sur le marché. Mais si tu le compares par rapport à là où il était sur les semaines dernières, ça peut être intéressant. Donc on a eu une hausse normalement du VIX la semaine dernière, mais là aujourd'hui... Là on voit le gros pic, ça c'est quand on a eu... Voilà, ça c'était le 5 août. C'était le 5 août, les carry trades, donc ça on en avait parlé d'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus à chaud le monté jour très même. haut, ouais. D'ailleurs ensuite on a redescendu. Et là c'est remonté fin de semaine dernière parce que du coup je pense que vendredi, j'ai pas regardé, mais il y a eu les sorties des emplois américains. Donc je pense qu'ils n'ont pas dû être bons. Non, on était un peu en dessous, ce qui a dû faire chuter un petit peu le SP500 juste avant la fermeture et qui a fait monter le VIX. Mais là, on voit que là, on commence la semaine lundi avec un VIX qui est plutôt en train de se stabiliser. Donc voilà, on est vraiment dans cette attente, je pense, par rapport au marché. Et ça s'écrit sur le SP500. Là, tu vois, sur le SP, on a repris quelques points, une cinquantaine de points, je crois, depuis l'ouverture. Mais rien de folichon, et à mon avis on va stagner autour des 5004 pendant bien 2 semaines. Alors je dis pas qu'il y aura pas de volatilité, puisque la volatilité s'est quand même activée depuis le 5 août, mais c'est possible que là le marché va surtout attendre le 18 septembre la réaction de la Fed pour savoir où c'est qu'on va. Voilà, c'est à peu près mon point moi actuellement. Parfait. Je sais pas si là t'as le SP500. Donc SP500 weekly, ça donne ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc hier, la semaine dernière, on a eu une baisse de 4,44% sur le SP500. Ouais, ça fait mal. Pas pour des traders crypto, ça va, mais pour des personnes sur le marché américain, c'est plus délicat. Ouais, et puis on voit que c'est ça, on avait eu, donc là c'est la première baisse un peu agressive qu'on avait eu le 5 août, on était remonté sur les plus hauts, et là on voit que maintenant c'est vraiment une grosse résistance qu'on a ici. Donc il faudra franchir si on veut repartir plus haut, bien sûr. Et donc là, on voit que les vendeurs étaient présents sur le niveau des plus hauts. Ouais, c'est ça, exactement. Les vendeurs étaient présents. Puis il y a quand même il y a pas mal de barrières quand même qui sont présentes. Je veux dire, si le marché a baissé le 5 août, c'était pas que pour le yen. Le yen. Il y avait d'autres inquiétudes par rapport à tout ça. Je veux dire, donc on avait le SP500 au plus haut, avec donc les big tech qui sont très très grands sur le marché et qui on attendait les annonces de résultats, et pour l'instant on commence à avoir plutôt des annonces de résultats sur les big tech. Sur les Magnific 7 qui sont plutôt
c'est pas alarmiste, hein. Ils font toujours des gains, ils font de la croissance, mais la croissance diminue. Et quand on les paye aussi cher qu'on les paye, ces boîtes, bah forcément, on veut des prévisions qui soient en croissance et la croissance soit en croissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'ait pas de diminution de la croissance, quoi. Il faut qu'en plus la croissance elle augmente d'un trimestre à l'autre. Et ça c'est un peu la difficulté. Et moi, ce que je regarde actuellement, donc je t'ai mis aussi le RSP. Donc le RSP en fait c'est un indice qui représente le SP500 mais en poids égal en termes de différentes 500 entreprises. Donc ça veut dire que on rétablit un peu la différenciation entre les Magnific 7 qui pèsent pour beaucoup dans l'indice. Hein. Je prends le cas d'Apple par exemple qui représente 7 ou 8% je crois de l'indice SP500. Donc ça fait quand même un petit peu. Ouais, on voit que la baisse est seulement de 2,60%. Donc si on regarde la correction ici est beaucoup plus agressive. Et moi ce que j'aime bien sur le RSP, c'est ça, tu vois, tu peux faire des différenciations en regardant est-ce que le RSP baisse autant que le SP500, et puis même le mieux c'est après de faire un RSP sur SP500. Et là c'est pour ça que je t'avais dit de faire ça d'avance. Voilà. Et là ce qu'on voit, et c'est ça ce que j'aime bien là sur le dernier mois, c'est qu'en fait on peut avoir une rotation sectorielle. En fait ça peut montrer qu'il y a une rotation sur le marché. Depuis début août, on a atteint un point bas où au final il y avait une grosse partie du SP500 qui n'était pas représentée dans l'indice SP500. Et petit à petit, là, depuis ces dernières semaines, on commence à réavoir en fait potentiellement une rotation des boîtes tech vers les autres boîtes du SP500 qui font partie aussi. Donc ça, finalement, cette baisse-là ici, il faut l'interpréter comme les techs qui ont surperformé. C'est ça, exactement. Et là, potentiellement, depuis début août, le retour un petit peu de la rotation aussi. Potentiellement de la value. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. C'est intéressant. Je sais pas si ça te parle. Je sais pas si c'est le genre de truc que tu regardes. Pas comme toi, non, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est super intéressant. Moi aussi, je vais avoir hâte à nos analyses pour que tu me partages tout ça. Est-ce qu'il y a un autre onglet que tu veux que je partage? Alors attends, je t'avais envoyé quoi d'autre? Je crois que c'est... Là, prends des plus en crypto. Après, c'est plus sur la crypto, donc je reviendrai peut-être quand tu parleras de la crypto, toi, de ton côté. Ouais, mais en gros, moi, c'est à peu près ça. Je regarde ça toutes les semaines. C'est pas des indicateurs qui vont changer toutes les 3 secondes. C'est des indicateurs qui vont prendre le temps. C'est vraiment un indicateur weekly, voire monthly, en fait. C'est-à-dire que l'information qu'on en ressort, il faut des trimestres pour que les choses évoluent, que la rotation se fasse bien. On n'est pas comme sur le marché crypto où ça va super vite. Là, on est sur le marché traditionnel, donc avant que les choses vraiment s'ancrent en fait sur les graphiques, il y a du temps. Donc moi, c'est plus pour axer mon portefeuille et voir si on est bien dans les scénarios que j'envisage ou pas. C'est-à-dire, est-ce que on est en train de faire cette rotation sectorielle ou pas, ou est-ce qu'au contraire on va dire nique sa mère, on y va sur les 7 magnifiques et en fait on crée une méga bulle, ce qui est tout à fait faisable aussi, hein. Mais une méga nouvelle bulle, la deuxième bulle sur les .com un petit peu, qui pourrait plus s'axer sur l'IA par exemple, je pense avec Nvidia ou des trucs comme ça. Et donc là, ça pourrait aussi nous amener vers des plus hauts sur le SP500 d'une autre manière. Et donc ça, je regarde entre les deux scénarios lequel est en train de gagner. Ouais. Je regardais hier par rapport au taux d'intérêt et donc ce qui devrait a priori arriver en septembre. Là, c'est plus ou moins confirmé. On sait aussi que les Américains sont les derniers à ne pas l'avoir fait, ce qui est normal, hein, parce que c'est la monnaie que tout le monde regarde, c'est la monnaie la plus forte. Mais en Europe, il y a déjà eu plusieurs coupes. Au Canada, on en a eu plusieurs également. Là, ils en ont refait une dernièrement. Et en fait, je regardais, donc c'est la fameuse théorie du soft landing ou du hard landing. Tout à fait. Et globalement, en fait, si on a la théorie du soft landing, veut dire que dans les mois qui suivent, très très rapprochés de l'événement de la baisse des taux d'intérêt, on devrait déjà avoir des marchés qui reprennent des couleurs et qui repartent vers le haut. Si on est dans du hard landing, je regardais au niveau des statistiques et je pense que 6 mois après la baisse, on devrait de toute façon être... c'est juste que ça serait plus long pour les marchés d'assimiler cette information et de repartir à la hausse. Mais de toute façon, si on prend l'événement isolé de baisse de taux d'intérêt, c'est toujours bon pour les marchés.
Ça paraît fou quand on pense à ça, parce qu'en fait, on va imprimer, donc on va dévaluer la monnaie. Mais justement, quand tu as compris comment ça marche, c'est exactement ça. Ça veut dire que les assets vont prendre de la valeur parce que la monnaie contre laquelle on les compare, elle perd en valeur. Donc, on va avoir un afflux de liquidité sur les marchés, on va avoir des assets qui vont s'apprécier. Je pense que, on rappelle que l'or est aussi sur un bull run. Le Bitcoin, même si dernièrement c'est un peu compliqué, là on va faire la transition vers la crypto, mine de rien, on est quand même, encore une fois, dans un bull run si on regarde les hautes unités de temps. Donc ça devrait a priori donner du fuel pour la suite de ce cycle haussier-là, quoi. Tout à fait. Alors, on va aller voir, du coup, je vais partager maintenant le... Je sais pas si c'est clair, cette partie des taux d'intérêt directeur. Peut-être mettez-le en commentaire si vous comprenez ou pas à quoi ça correspond. Je pense qu'on pourra refaire un point dessus si vous avez des questions sur ce sujet, parce que c'est quand même pas forcément évident à comprendre la mécanique des taux. Quand on l'a capté, après c'est assez simple, mais au début ça peut paraître un peu nébuleux. Ouais, non, absolument. L'idée, c'est pas de faire des capsules trop longues non plus, donc n'hésitez pas, comme dit François, si vous avez des points que vous voulez qu'on redéveloppe la semaine suivante, ça sera avec grand plaisir. De toute manière, d'une semaine à l'autre, il y a des choses qu'on va répéter. Enseigner, c'est répéter. Et puis, quand je dis enseigner, pour nous aussi, en fait, cette analyse, on l'a fait de notre côté, donc en fait autant la faire avec vous, et comme ça on partage. Puis je suis certain que certains d'entre vous ont aussi des bons commentaires à apporter, donc surtout vous gênez pas pour le faire. Nous, ça va nous aider aussi à avoir plus de choses. Donc là on est sur le Bitcoin contre le dollar américain. Je voulais juste, du coup, comme ça fait un petit moment que j'avais pas fait de crypto hebdo, reparler un petit peu quand même de la clôture mensuelle qu'on a eue il y a pas longtemps. Déjà en mensuel, on est tous d'accord que le Bitcoin c'est quelque chose qui monte. On est quand même actuellement, alors là j'ai tracé quelques droites, j'avais envie de vous le montrer tout nu, on va dire, parce que j'aime mieux voir le marché comme ça dans un premier temps. Là on va rentrer un petit peu dans les détails, mais ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que, alors on a une clôture qui est pas trop mal, on a quand même bien remonté. Je vais aller prendre un peu des mesures. On a donc un Bitcoin qui était parti début août, du coup, à 64 612 $. Et on est descendu quand même jusqu'à 49 577, donc symboliquement juste en dessous des 50 000 $. Et donc ça faisait une correction de moins 23% si on prend la volatilité de la bougie mensuelle. Maintenant, ça a remonté. On a finalement clôturé le mois seulement, avec des gros guillemets, seulement à moins 8,74%, donc à 58 000 $. Alors, c'est sûr qu'on aurait tous aimé voir une clôture au-dessus des 60 000 $, parce que c'est le niveau qui avait été défendu jusque-là. On est quand même à plus que 6 mois de range, de correction. Mais en même temps, on avait une montée, je le rappelle, quand même très parabolique, au point qu'on avait fait un nouveau plus haut. Alors, c'était très subtil par rapport au plus haut ici. On n'a pas complètement éclaté la TH, mais quand même, on a fait un nouveau plus haut. Et ça, on l'a fait avant le halving. Et c'est donc la première fois dans l'histoire de Bitcoin que ça arrive. Donc, je pense que ce gros mouvement parabolique-là, il avait besoin d'être absorbé si on voulait reprendre un cycle haussier qui allait tenir un peu plus dans le temps, versus si on avait continué, honnêtement, le bull run se serait probablement essoufflé aux alentours des 80 et 90 000. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à passer les 100 000, tandis que là, avec une belle consolidation comme ça, je pense que tous les paris sont relancés, et on pourrait très bien imaginer qu'on passe la barre des 100 000 et qu'on poursuive et qu'on aille explorer donc des nouveaux chiffres pour Bitcoin. Alors là, sur le mois de septembre, justement, on est venu retester un petit peu. Alors moi, c'est ce que je surveillais ici. On a eu, donc je vous ai tracé en violet, on va dire, les grandes zones qu'il faut surveiller. Donc ça, bien sûr, c'est la TH, c'est le 72 000, on va dire. Si on le passe, si on clôture au-dessus avec des beaux volumes, le bull run est relancé. Ça, c'est la grosse résistance qui est en dessous du prix actuellement. Alors, j'espère qu'on n'ira pas la chercher, mais c'est pas complètement impossible. Donc on serait aux alentours des 43 000 $, parce qu'on voit ici qu'il y a un cluster. On a eu pas mal d'échanges qui ont été faits. Ça, c'était avant finalement, on va dire un genre de stop mi-course dans la hausse de Bitcoin depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Donc ici, attention, c'est sûr qu'il y a de la liquidité qu'on pourrait aller chercher. Et puis là, à court terme, on voit que le prix, il va essentiellement transiger entre ces deux limites-là. Donc, on est entre les 64 000 ici, et on est, on va dire, aux environs de 54 000 $. Là, je vous ai marqué des petits marqueurs ici, simplement pour remarquer qu'on fait des plus hauts de plus en plus bas.
et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Vous le savez, selon la théorie de Dow, ça veut dire qu'on est potentiellement dans une transition vers un marché baissier. Alors on sait que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Maintenant, encore une fois, si on regarde en weekly ou on regarde en mensuel, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour l'instant. On est encore clairement dans un marché haussier, mais il faut constater quand même en journalier que Bitcoin est vraiment en train de s'essouffler. Il a de la misère à remonter plus haut et à chaque fois qu'il descend, ça descend un peu plus violemment. Donc le 5 août, on l'a vu sur les marchés actions, c'est passé la même chose sur la crypto. En plus, comme on est en crypto, c'est toujours un peu plus vénère. Donc ça, c'est la fameuse mèche qu'on a fait. Et puis, c'est sûr qu'ici, on a pas mal de liquidités à aller chercher. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on revienne au moins, on va dire, à 50% de la mèche de la bougie ici. On n'est pas allé jusque-là, mais quand même, c'est assez intéressant. Ce qu'on remarque, c'est que le Bitcoin essaye de marquer un plus bas, plus haut. Et ça serait super parce que si ça se confirme, si on est capable de remonter et venir clôturer au-dessus de ce niveau-là, ça sera officiellement donc un plus bas, plus haut. Et on aura même marqué, comme les chartistes l'appellent, une épaule-tête-épaule inversée, ce qui pourrait être une très belle figure de retournement et donc, en l'occurrence pour nous, de continuation du bull run. Donc voilà les niveaux que je voulais vous montrer et qui sont à surveiller. François, tu voulais réagir par rapport à ça ? Non, peut-être juste, on l'a vu au tout début, tu étais dessus, le Fear Index sur les cryptos, on va aller voir ça. Qui est très très bas, alors il a 26 ou 23, je sais plus. Pas 26%, n'importe quoi. 26 ou 23, je crois, si je dis pas de bêtises. Partager. Attends, je l'ai juste à côté. Désolé parce que c'est 26, t'as raison, 26. Tout à fait. Donc c'est ça ici. Non, pardon. Et le crypto. Celui des cryptos. Et 26, en fait, ça, encore une fois, on va pas pouvoir trader avec ça. Ça nous donne juste une information supplémentaire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'il faut plus voir ça comme un constat de qu'est-ce qui se passe par rapport au sentiment de marché. Et là, du coup, on est quand même sur des points très bas. Par rapport à même le 5 août, je pense qu'on a atteint des trucs plus bas. C'est ça qu'il faudrait voir en fait, c'est vraiment les différenciations entre ce qui s'est passé le 5 août et où on en est maintenant. Ouais. Et ça peut nous permettre de voir si on est en train de faire un point bas encore et si on n'a pas une divergence finalement entre le sentiment de marché et le prix du marché. Ouais. C'est juste ça qu'on peut ajouter. Et ouais, en tout cas, c'est ça mon point. Peut-être que là, on est en train de faire exactement ce que tu montrais. Peut-être le retournement commence à s'amorcer sur le Bitcoin. Donc, à voir si les autres cryptos suivent. Ouais. Non, c'est sûr que ça plaide dans le bon sens. C'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui ont peur en ce moment, donc c'est quand même intéressant. Je pense que aussi, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé toutes les analyses on-chain, mais je pense qu'on a bien retracé aussi au niveau des comptes qui étaient en gain versus les comptes qui étaient en perte. Donc ça veut dire globalement, on a un peu reset, on va dire, le marché, l'euphorie qu'il y avait. Ça fait que tous ceux qui sont rentrés, qui ont pu en début d'année là vraiment surfer la vague de hausse, à part ceux qui ont réussi à prendre leurs gains, je pense qu'on a été nombreux à être surpris que la correction soit aussi importante. On savait qu'elle devait arriver, la fameuse correction de mi-parcours. Mais en tout cas, dans mon entourage, et il y a pas mal de gens que je suis qui sont quand même dans la crypto depuis plusieurs cycles, il y en a énormément qui ont été surpris d'une correction aussi marquée. Mais comme je vous disais, ça paraît logique après coup parce qu'on avait eu cette hausse aussi fulgurante. En fait, on va aller voir. Là, c'est vrai que je te l'ai pas envoyé, mais il y a un graphique aussi que je regarde de temps en temps, qui est le graphique qui montre les positions qui sont en levier sur le marché crypto. Ouais. Faudrait que je te le regarder pour ça la semaine prochaine. Ça sera intéressant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de spéculation là sur ce pré-bull market, on va appeler ça comme ça. Et que là, ça commence à s'adoucir, mais qu'on est encore, il y a encore des gens qui veulent parier leur maison sur Bitcoin là maintenant à 54 000 quoi. Et c'est embêtant parce que ça, plus il y aura quand même des gens qui arrivent, même s'ils se disent j'achète pas la TH, j'achète en bas. Mais si tu viens avec un effet de levier sur le marché à 54 000, c'est peut-être une possibilité qui nous amènerait à 41. Du coup, juste pour faire chier ces gens-là et leur faire toucher leur stop quoi. Donc ça va être la difficulté là. Est-ce que les gens qui vont venir sur le marché, ça va être des personnes
J'appelle ça des bons pères de famille, même si déjà les personnes qui viennent sur le marché crypto, c'est pas forcément ces personnes-là, mais on va imaginer quand même que c'est le cas. Ils vont pas utiliser l'effet de levier. Donc moi, c'est ça que j'attends de voir sur ce graphique, qu'on montrera la semaine prochaine. C'est qu'on arrête un peu cet effet de levier, qu'on revienne sur un marché plus sain en termes de spéculation. Ouais. Exact, très bon point. Alors maintenant on va faire l'analyse d'Ethereum. Alors on fera pas 15 000 analyses, mais je voulais vous montrer au moins Bitcoin, Ethereum. Bitcoin parce que c'est le king, c'est lui qui montre un petit peu ce qui se passe. C'est lui qui pèse le plus dans le marché crypto de toute façon. Ethereum c'est intéressant parce que c'est quand même historiquement on va dire la plus grosse altcoin, celle qui a tendance à donner le pouls des altcoins en général. Mais on voit que sur ce cycle-là, Ethereum a beaucoup de mal. Honnêtement, c'est pas graphiquement, c'est pas la plus belle. Alors malgré tout, il y a quand même des supports intéressants. Donc au niveau de l'ATH, on l'a toujours pas dépassé. L'ATH est à 4000, on va dire $900. On est quand même monté on a dépassé les $4000 brièvement. Ça c'était au mois de mars, très rapide, quand on a eu la grosse hausse. Ensuite, on est venu retester ce plus haut et puis là, on n'a pas tenu, donc on est descendu. Là, en ce moment, on voit par rapport à la bougie tout à l'heure, je vous montrais le Bitcoin, on est descendu. Je la remontre simplement, cette bougie-là en journalière que j'espérais qu'on aille un petit peu, qu'on aille chercher un peu plus bas pour vraiment marquer un espèce de double bottom. Bon, on l'a peut-être fait, on est quand même venu chercher un petit peu. Ethereum, pour le coup, on est descendu quasiment au même niveau que le 5 août. Ouais. Donc là, on voit que la peur est en encore... mèche. Ouais. En mèche, exactement. Donc la peur est encore très très présente là sur Ethereum. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosse narrative en ce moment. Alors, par contre, on note que sur certaines altcoins, il y en a qui performent vraiment bien en ce moment. Solana a eu un très beau bull run à présent jusqu'à maintenant. Ethereum, on voit qu'il lag un peu derrière, donc il faut pas le sous-estimer. Je pense qu'il va avoir son heure de gloire lui aussi. C'est parfait ça. Donc ça peut être un bon point d'achat parce qu'on voit qu'ici on est sur un support important. Donc je l'ai tracé ici en orange. Il va être important de pas casser en dessous parce que si on va casser en dessous, pour moi après la poche, je la mets très bas volontairement. On est à 1450. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est tout simplement l'ATH du cycle précédent. Pas du cycle précédent, mais de cycle, même. Donc 2017. Cycle. Donc ça reste un prix symbolique. On voit qu'on est, je pense qu'on descendrait, à mon avis, pas aussi bas. Il y aurait une vraie résistance qui serait peut-être plus aux alentours des 1700-1800. Malgré tout, voilà, je le trace ici, ça donne un peu de perspective. Et puis, là, on est assez bas quand même. Donc il faudrait qu'on arrive, là je vais rezoomer un petit peu, il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus des 2800 selon moi pour dire qu'on est reparti, que la correction est terminée et qu'on est prêt à venir retester le top temporaire des 4000 et quelques dollars. Donc ça ressemble à ça pour l'Ethereum. En termes de dominance, Bitcoin est toujours très très fort. Je pense qu'on pourrait aller chercher les 60%. Ça semble assez cohérent. Alors pour rappel, c'est quoi la dominance ? On le voit ici, la dominance, avant il n'y avait que Bitcoin, donc c'était 100% de dominance. Ensuite, on a eu le cycle 2017 avec l'arrivée d'Ethereum et quelques grosses altcoins. Donc là, on voit que la dominance s'est écrasée, on est descendu jusqu'à 35%. Ensuite, Bitcoin, comme souvent, va reprendre ses droits. On est remonté ensuite très haut, aux alentours des 75%. Et en fait, en analysant la dominance, on peut analyser les phases où le Bitcoin va surperformer versus les altcoins. Donc, quand la dominance monte comme ça veut dire que pour l'instant, encore une fois, il y a quelques exceptions, on a des altcoins qui performent très bien, mais globalement, vous êtes mieux d'être en Bitcoin. Et ensuite, quand on va avoir la dominance qui va dropper comme ici, globalement, c'est la alt season, donc on est mieux d'être exposé, de prendre des gains sur Bitcoin et de s'exposer plutôt aux altcoins. Donc voilà, excusez-moi, je zoome beaucoup. Donc si on trace quelque chose, ça pourrait potentiellement, on va dire, ressembler à ça. Là, on voit qu'on a un niveau important qui a été testé plusieurs fois en termes de dominance. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut faire un peu d'analyse technique là-dessus aussi. Alors, ça pourrait être plus bas. C'est jamais évident à tracer. Ça pourrait être maintenant parce qu'on voit quand même que là, il y a un niveau super important. Ça pourrait monter un peu plus haut. Peut-être ici, on voit que c'est un niveau qui avait été testé. Donc voilà, là on rentre dans une zone à mon avis critique en termes de dominance et éventuellement on risque d'avoir un retournement. Donc encore une fois, on peut faire de l'analyse technique, on pourra analyser plus précisément les bougies ici pour détecter un signe de retournement et potentiellement le début d'une alt season qui à mon avis arrivera plutôt fin d'année, voire début d'année prochaine.
Disons que si la dominance continue d'augmenter, c'est pas bon signe, quoi. Si la dominance continue d'augmenter, ça voudrait dire qu'on aurait un marché crypto qui s'écroule. Soyons clairs. Parce que c'est pas parce que la dominance augmente que Bitcoin augmente. En fait, on aurait plutôt des altcoins qui sous-performent Bitcoin. Et donc, moi, la seule vision que j'ai de ça, c'est un marché qui s'écroulerait. Ça paraît quand même un peu tendu d'avoir un marché qui s'écroule. Pourquoi pas, hein, on pourrait imaginer encore un flush. J'ai l'impression que, comme tu disais, la spéculation commence à se diminuer petit à petit. On n'est pas totalement à l'abri quand même de cette spéculation quand même à effet de levier, mais j'ai l'impression que les liquidations ont été faites. Moi, je regarde souvent aussi le chart de liquidation. On le rajoutera aussi la semaine prochaine. Ça peut être intéressant. Donc voilà, faut bien comprendre que là, si on va aller chercher les 60, c'est plutôt mauvais signe pour Bitcoin et pour les altcoins, et ça voudrait dire plutôt récession. En fait, je fais aussi un parallèle avec le marché américain actuel. Hein, ça voudrait dire que là, on aurait plutôt un hard landing, qu'on serait sur une grosse récession. Bref, toutes les macros montrent plutôt l'inverse, qu'on va plutôt sur un soft landing. Je mets des guillemets quand même, parce que je pense qu'il y aura de la casse. Juste qu'on va prendre un peu de temps pour le voir. Et donc, du coup, si on va bien quand même sur ce soft landing, on devrait plutôt avoir un marché crypto qui repart à la hausse, et donc plutôt une dominance qui devrait baisser. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, tu disais sur Ethereum, là, moi je regarde souvent le rapport Ether-Bitcoin, et on est sur... rapport Ethereum-Bitcoin, on est là. Donc là, c'est vraiment, on regarde vraiment par rapport à Ethereum, et on voit qu'on est quand même sur une grosse baisse, donc un canal qui est bien, là on le voit bien, le canal dans lequel on est dans la lessiveuse, où Ethereum perd vraiment toute force par rapport à Bitcoin. Je pense que c'est un narratif qui n'est pas tenable. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, c'est sur des cycles longs. Ethereum, lui, est plutôt sur des cycles courts en termes de technologie. Il apporte énormément de nouvelles choses, surtout sur sa roadmap, là, sur les derniers mois et sur les prochains mois qui arrivent. C'est super intéressant ce qui se passe. D'ailleurs, je pense que les gens n'ont peut-être pas conscience de ça. Je t'ai mis le L2bit, je sais pas en anglais, qui est donc les layer 2, le pouls des layer 2. Et on voit en fait le nombre de transactions qui sont actuellement faits sur Ethereum en layer 2. Ça va peut-être parler à quelques personnes. Donc là, si tu te mets sur All en max, ça va mieux te parler. Tout en haut à droite, là, sur le graphique. Tout en haut, là, max. Tu as les trucs, et voilà, tu peux te mettre en max. Et là, ça te permet de voir un petit peu l'évolution sur les derniers mois. Donc depuis 2020 jusqu'à 2024 sur les layers 2. Donc on voit le nombre de transactions. Et donc si tu regardes, là, on peut voir le nombre de transactions qui sont faits actuellement. Par TPS, hein, donc par seconde. Et donc là, on arrive sur des transactions par seconde qui sont de l'ordre de quasiment 400 au plus haut. Là, on est sur les 330, je dirais. Je vois pas tout. Ouais, 422, 338 en ce moment. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc là, ça montre qu'on est quand même sur des très très beaux TPS, largement suffisant pour dire que là, on a une rupture technologique qui s'est fait avec les Layer 2. Beaucoup de personnes mettent Ethereum et la technologie d'Ethereum en dessous, datée, que c'est un vieux papy. Solana est certainement un des compétiteurs qui le montre encore plus. Enfin, je vois qu'il y a, par rapport à la Solana Army, on voit qu'il y a quelque chose là-dedans. Je montre juste que là, en gros, avec ces chartes-là, avec ces datas-là, on arrive à être en compétition avec Solana largement sur les TPS, sans aucun problème. Tu voulais qu'on aille voir ça ou pas ? Ouais, totalement. Ça aussi, ça montre des choses intéressantes. Bitcoin et Ethereum, on voit en fait leur pourcentage dans les exchanges. Et donc on voit que depuis
Donc en blanc, le c'est dernier le bull prix. market. Donc il y a le prix en blanc et en C'est violet. le prix d'Ethereum. Ouais, ça c'est le prix d'Ethereum et en violet, c'est la réserves quantité d'Ethereum dans les sur les exchanges. exchanges. Ok. Donc on en voit fait, qu'il est en là, grosse t'as diminution. à peu près, voilà, c'est en diminution et là, tu as à peu près 15 à 16%. Il y a à peu près 15% en fait de la capitalisation dans les exchanges. Donc c'est très faible en termes de quantité. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire deux choses. Première chose, les gens sortent des exchanges, donc on pourrait plutôt s'attendre à un bull market en termes de data. Et la deuxième chose, c'est que ça veut dire que la volatilité risque d'être très importante. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, de supply, forcément, suffit qu'il y a beaucoup de demandes et vu que l'offre elle sera limitée, ça peut être très élastique. Mais aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et c'est pareil pour Bitcoin. Tu as exactement là, en haut à gauche, tu peux, tu peux te mettre sur BTC et tu vois la même chose, voire c'est encore pire. Lui, il n'y a que 13%, je crois, de la supply en exchange. Donc c'est vraiment des points bas importants en termes de quantité sur les exchanges. Impressionnant. Bon, c'est des petites stats, des petites informations. Je vous rappelle que c'est ça qui est cool avec la crypto, c'est qu'on a toutes les datas on-chain. Et c'est des stats qui nous montrent qu'on est sur le début d'un bull market, que les 6 derniers mois, il y avait des activités qui étaient intéressantes, mais il y avait des choses qui n'étaient pas forcément... qui n'allaient pas dans le bon sens, qui n'allaient pas dans le sens que ça y est, on est parti sur le bull market. Bon, c'est toujours plus facile de le dire encore une fois après coup, en regardant les datas. Mais là, on commence à sentir un changement. On peut voir par exemple ici qu'au mois de novembre, globalement, les whales, parce que c'est surtout les baleines, ceux qui pèsent gros dans le marché, ont retiré leur Bitcoin des exchanges. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de les trader ou de les vendre rapidement. Ils vont tout simplement les mettre sur des wallets à l'abri. Et à ce moment-là, c'était pas mal la fin du bear market. Et ensuite, on a commencé à monter. Donc ensuite, on voit que on a eu un retour des bitcoins sur les exchanges qui s'est traduit ensuite généralement par des petites corrections, donc sous-entendu des petites prises de profit. Et là, on voit que dans ce range-là, qui finalement, beaucoup, on se dit, est-ce que c'est un range de distribution et on part sur un bear market, ou est-ce qu'on est dans un range d'accumulation, ce qui est plutôt ma théorie. Et là, en fait, ça montre bien qu'on est en accumulation. Semble nous dire exactement ça. C'est qu'on pourrait avoir la même chose qui s'est passé ici. Donc, peut-être qu'on est sur la fin vraiment et que là, on est prêt à repartir. Et qu'éventuellement, on reverra des bitcoins arriver sur les exchanges, puisque il y aura des prises de profit, c'est sûr, pendant le cycle haussier. Et j'ose faire la comparaison avec le marché américain, ce que je disais par rapport au RSP SP500, c'est un peu la même chose. On sent qu'il y a un changement, il y a une rotation qui est en train de se faire au sein du marché. Donc là, on parle de Bitcoin pour le coup, mais ce que je disais tout à l'heure sur Ethereum par rapport à sa dominance, par rapport à la lessiveuse, le canal de lessiveuse, on pourrait imaginer du coup... que les altcoins de valeur reprennent le dessus et voilà, superforment certainement Bitcoin dans les prochains mois. Parfait. Moi, j'avais ouvert quelques onglets au niveau des news. Alors, 2-3 trucs à surveiller. Toujours les unlocks. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on vous en parle à chaque semaine. Quels sont les gros unlocks qui s'en viennent sur la semaine? C'est une bonne idée. Donc ça, ça peut être vous pouvez le suivre directement sur Twitter. Donc sinon, on fera la chose. Ça se passe sur Token Unlock. Donc j'ai pas mal de sites de référence pour surveiller ça. Globalement, pour les néophytes, ceux qui comprennent pas quel est l'enjeu, si vous avez un unlock, ça veut dire qu'on va avoir une pression vendeuse tout simplement sur les projets. Donc c'est important de surveiller, de voir est-ce que c'est des petits unlocks de quelques pourcents ou est-ce que c'est des unlocks plus importants. Donc on voit là typiquement Starknet, qui est pas mal un des seuls projets dans le rouge aujourd'hui, en tout cas au moment où on tourne la vidéo. Je l'ai vu passer tout à l'heure, on voit qu'on est à moins 2% alors qu'on a pas mal de cryptos qui sont mais il avait bien performé la semaine dernière par contre, je crois. Sont assez élevés. Alors oui, ça peut être toute chose aussi, mais là en tout cas on voit que Starknet, attention, on a une libération du supply de 3,60%. On a Cyber aussi, on a Aptos et IO également qui vont avoir des unlocks cette semaine. Donc à surveiller. Autrement, ici, j'ai vu passer ça. Alors, d'après Bernstein, qui est un gestionnaire d'actifs tout simplement, toujours à prendre avec des pincettes, mais ce qu'ils ont dit, c'est que selon les élections présidentielles, eux, ils voyaient 2 scénarios. Premier scénario, on a Trump qui est élu, et à ce moment-là, on aurait un Bitcoin à $90 000 avant la fin de l'année.
Deuxième scénario, c'est Kamala Harris qui serait élue. Et à ce moment-là, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes objectifs. En fait, pour eux, ce serait vraiment, vu que on a associé Trump beaucoup, c'est un président pro-crypto. Kamala semble, de son côté, être un peu plus réservé. Donc là, le Bitcoin pourrait redescendre jusqu'à 30 000. Alors, j'ai un peu de mal à le croire, mais je voulais quand même vous partager cette news-là que j'ai vu passer ce matin. Après, j'ai vu une autre news qui allait dans le bon sens. J'ai vu des personnes quand même importantes dans la cryptosphère, mais des entreprises, hein, des sociétés, qui ont soutenu Kamala Harris. Oui. Donc, alors, voir, oui, je crois que c'était XRP. Je crois que c'était XRP. Bon, après, XRP, je sais pas le si ça vaut CEO quelque de chose. Ripple qui la soutient. Mais je suis pas convaincu. Encore une fois, je pense qu'on essaye de créer. C'est toujours pareil dans les marchés. On essaye d'avoir des points de données qui nous permettraient de trancher sur quelque chose. C'est comme à la première élection de Donald Trump, on avait l'impression que les marchés américains allaient s'effondrer, ce qui n'a pas du tout été le cas, et ça a été même l'inverse. Donc à voir. Moi, je prends des pincettes ces informations-là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y a un sentiment qui est partagé par les acteurs à ce niveau-là, et que ça sera un point décisif. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme les gens le pensent ? Pas forcément sûr. À voir, exactement. Tu parlais de personnes influentes. Il y a Arthur Hayes, je ne sais pas si tu le suis. Donc c'est le cofondateur de BitMEX quand même. On voit que c'est quelqu'un qui est quand même assez suivi. On parle de plus que 500 000 abonnés sur Twitter. Et j'avais noté, c'était je pense vendredi, il avait fait un tweet qui disait « Attention, Bitcoin a l'air lourd et moi je vise qu'il pourrait ce week-end, donc là le week-end dernier, descendre en dessous des 50 000, donc il avait pris un short. » Quand vous voyez ce genre de tweet-là, des fois ça peut être des alertes. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il aurait clôturé son short dimanche en fait. Et donc il explique que selon lui, vu ce qui se passe, on pourrait finalement avoir une semaine plutôt verte sur Bitcoin, donc cette semaine-là. Alors c'est intéressant, la première chose qu'on voit, c'est que les gens peuvent vite changer d'avis quand même. Entre avoir un objectif en dessous de 50 000 $, 2 jours après dire « Ah tiens, finalement j'ai pris 3% de profit, je sors de position », et là on parle pas d'un enfant, quoi. C'est quelqu'un qui a quand même, bon, à mon avis, pas mal plus d'informations que nous, qui pèse lourd quand même dans le marché, il a des gros fonds. Et bon, c'est intéressant de voir que finalement, il y a personne qui sait vraiment dans quelle direction le marché va aller. Et bon, c'est quand même intéressant à suivre si vous faites un peu de trading. Mais bon, bonne nouvelle pour cette semaine. A priori, lui semblerait, et je vois que son ami partageait, disait, je porte du orange aujourd'hui, pour vous rappeler qu'il a clôturé son short sur le Bitcoin. Donc on va voir. Pour l'instant, le Bitcoin a l'air de vouloir partir. Petite news un peu particulière à une crypto que moi j'aime beaucoup, qui est Kaspa. Donc ça y est, c'est officiel, on va avoir le lancement du KRC20. Donc globalement c'est comme un ERC20 mais sur Kaspa. Concrètement ce que ça veut dire c'est qu'on va voir arriver sur Kaspa des smart contracts. Donc on va avoir beaucoup de projets qui vont arriver de la part des développeurs. On va avoir des projets de DeFi, c'est certain, et d'autres choses. Donc attention, c'est intéressant. Il faudra surveiller ce qui va se passer. Donc ça se passera le 15 de ce mois-ci, donc le 15 septembre. Alors voilà, à mettre dans vos radars. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, hop, là tu vois bien mon graphique. Ouais, je vois ton graphique, totalement. Je me suis perdu un peu dans les partages. J'ai pensé qu'on pourrait faire une rubrique dans l'analyse. Ce serait, mettons, la crypto à surveiller, ou bon, on trouvera un nom un peu plus sexy, mais il y a une crypto que moi j'avais dans peut-être Radar, j'aime bien le Radar crypto ou un truc comme ça. Donc il y avait cette crypto de Phantom que vous connaissez, qui avait très très bien performé lors du dernier cycle, qui est un projet que j'avais déjà eu en portefeuille, qu'ensuite bon je m'étais débarrassé, toute le bear s'est passé. Et je surveillais d'un œil, mais là en ce moment je vois pas mal de news positives autour de cette crypto. Donc je vous en parle parce que je trouve qu'elle est quand même sur des niveaux intéressants. Donc là si on analyse, déjà on voit que au mois de janvier elle avait bien monté aussi, donc ça c'est intéressant. Et ensuite pendant le mois de mars on voit également qu'elle était présente, et ça c'est important d'avoir des cryptos qui ont bien suivi les mouvements du marché. Ça veut dire qu'il y a de l'activité, il se passe pas mal de choses. Et puis si on va voir en mensuel, eh bien en fait c'est une des
une des cryptos qui a le mieux rebondi de la baisse du 5 août, puisqu'on voit quand même que donc on est, pour comparer, on pourra regarder avec d'autres cryptos, mais globalement, la crypto avait descendu de 36%, ce qui était pas mal un standard, on va dire, sur les altcoins, mais elle a rebondi quand même je crois que c'est plus, à peu près 60%. Donc on voit un très très beau rebond, ça veut dire que les acheteurs étaient présents. Si on regarde au niveau des niveaux ici, on voit qu'on est sur le bord de revenir tester cette résistance importante, des 0,56, et que si elle est cassée, à mon avis, il n'y a plus grand-chose qui retient le prix. On va avoir ensuite une autre résistance aux alentours des... je vais être conservateur, je vais dire entre 1$ et 1,15$, ce qui veut dire quand même plus qu'un x2 à partir d'aujourd'hui. Et puis après, la TH, il est quand même à 3,40$. Donc on est sur un multiplicateur assez intéressant. Alors ce qui se passe aussi sur ce projet-là, c'est qu'on va avoir un nouveau nom du projet. Donc la blockchain va s'appeler Sonic. Ça sera le ticker. Et ça, c'est toujours intéressant à suivre. Ça a été la même chose avec EGLD. Je ne sais pas si tu te rappelles, François, toi, je crois que tu en avais bien profité. Tout à fait. Ouais. Quand des projets changent de nom, ça fait qu'on va en reparler beaucoup. Donc ça peut être intéressant. On va repartir d'une charte qui sera nouvelle. Donc ça va donner un peu l'impression que c'est une nouvelle crypto, comme on a eu par exemple sur Sui, qui est une crypto que beaucoup de gens suivent aussi sur ce cycle-là. Intéressante. Par contre, attention, la tokenomique est quand même moins favorable, alors que Phantom, on est sur 88% d'unlock déjà, ce qui veut dire que la pression vendeuse est assez basse. Donc voilà, c'est le même genre de projet un peu layer 1 à suivre. Voilà, Phantom qui aujourd'hui est à 10% quand même de hausse, donc assez intéressant. Voilà, c'était pour le radar du jour. Ça marche, cool. Voilà de mon côté, Parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour. On est à 47 minutes, on a un peu dépassé, mais en même temps, on est en train d'essuyer les plâtres et voir comment on vous présente ça. Donc, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné surtout une image un peu plus claire et précise de ce qui se passe. Alors encore une fois, on n'a pas la science infuse, on donne pas de conseils en investissement, et comme on vous a dit, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'être le plus neutre possible dans notre analyse. On vous partage simplement des news qu'on a vues, qui nous semblent pertinentes, en tout cas, autant sur l'écosystème traditionnel que sur l'écosystème crypto. Ensuite, on va faire, donc comme vous avez compris, des analyses des gros indices et de la crypto un petit peu Bitcoin et autres altcoins qu'on jugera intéressantes à ce moment-là. Et puis l'idée, c'est de faire ça donc une fois par semaine. Comme ça, vous pourrez rester informé et suivre tout ça avec nous. Donc si ça vous a plu, je pense que c'est le moment de nous le laisser savoir en commentaire, de nous laisser un like, de partager également. La chaîne continue de grandir tranquillement, pas vite. Donc ça fait plaisir. Le prochain cap, ça sera donc 400 abonnés. Je pense qu'on peut réussir ça avant la fin du mois de septembre. Moi, j'y crois. Ouais, je pense. C'est jouable. On va mettre les bouchées doubles, François. Yes. Parfait. Bon, allez, merci de t'être joint à moi dans cette analyse. Merci à vous encore une fois. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle analyse Market POV ou je sais pas trop comment on va l'appeler. Ciao tout le monde. Salut à tous. Bonne semaine.